tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jeddah. C'est parti pour cette série de mini-cours Crack de Data. Donc Crack de Data, c'est quoi? Ça va être 30 minutes de vidéos postées tous les 2 jours sur notre chaîne YouTube et qui abordera une thématique précise dans les data science. Toutes nos ressources sont disponibles sur notre plateforme d'apprentissage Julie. Les liens sont dans la description. Donc très bon apprentissage à vous et à très bientôt. Bonjour à tous, alors je voulais commencer justement cette série de mini-cours sur Git et GitHub. Enfin, je voulais commencer plutôt par Git et GitHub. Pourquoi? Parce que Git et GitHub, vous allez voir que dans votre vie de codeur ou de data scientist, peu importe, dès que vous allez vouloir faire de la programmation, vous allez très souvent utiliser, voire même tout le temps utiliser Git et GitHub. Et donc je trouve que c'est un bon moyen de démarrer. Je voulais un peu justement pendant ces 30 minutes démystifier un peu la chose, que vous compreniez un peu le concept de Git et de GitHub et qu'on puisse regarder un peu les commandes principales liées à Git et GitHub. Alors, juste avant qu'on commence, je voulais d'abord qu'on parle de petits prérequis. Tout d'abord, je ne vais pas couvrir le fait qu'on qu'on crée un compte GitHub. Je ne vais pas non plus vous montrer comment on télécharge Git. Git est en général déjà installé sur vos ordinateurs, surtout si vous êtes sur Mac, sur Windows, vous allez peut-être devoir le télécharger aussi, mais je vous mettrai des liens en description. Et de la même manière, je vous mettrai des liens sur tout ce qui est lié aux commandes shell. Donc par exemple ls ou dir pour les Windows, je pars du principe plutôt que vous les connaissez déjà et donc que vous n'avez pas de problème là-dessus. Si toutefois vous en avez, je vous conseille d'aller regarder les liens dans la vidéo qui vous donneront au moins un petit brush-up sur tout ce qu'il y a à savoir là-dessus et même créer votre compte GitHub. Ok, alors démarrons tout de suite. Je pense que le meilleur moyen justement d'apprendre à savoir ce que c'est GitHub et Git, en fait, c'est de faire la différence entre les deux. La plupart du temps, les gens qui commencent avec Git et GitHub se disent que c'est la même chose alors que pas du tout. J'entends par exemple des étudiants dire moi je vais pusher sur mon Git. Pas du tout, c'est pas vous pusher sur GitHub, mais vous utilisez Git pour pusher sur GitHub. Alors je m'explique du coup, Git c'est un outil qui sert à faire du versionning et qui est en local sur votre terminal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, du versionning? C'est simplement, imaginez qu'à l'époque où vous utilisiez des fichiers Excel ou des fichiers Word, peu importe, vous écrivez plein de choses, et puis au bout d'un moment, vous vous dites, ah ouais, mince, j'ai fait plein de choses dessus, je sais plus trop où on en est, puis en plus, il faut que j'efface des trucs, etc. Si seulement je pouvais revenir à une version d'avant où j'avais tout bien fait, ce serait bien. Et Git, ça sert exactement à ça. Imaginez que vous allez faire du code, vous allez en faire plein de code, et puis au bout d'un moment, vous allez vous dire ah ouais, j'ai fait plein de trucs qui marchent pas, j'aimerais bien juste revenir à un moment, un code que j'avais écrit qui fonctionne. Et Git, ça sert exactement à ça, vous allez revenir à pouvoir créer des versions justement et revenir à des versions dans lesquelles votre code est stable, et donc pouvoir justement explorer des nouvelles choses sans pour autant casser le code que vous aviez avant. À l'inverse, du coup, ou pas vraiment à l'inverse, mais en tout cas de manière différente, GitHub, c'est l'endroit où vous allez pouvoir envoyer votre code et faire de la collaboration. Donc imaginez GitHub comme un espèce de Facebook des codeurs, dans lequel du coup on a notre code et on va pouvoir collaborer sur le même projet. Donc typiquement sur Git vous êtes en local, sur GitHub vous êtes sur internet et vous allez voir qu'on va pusher des choses dessus. D'ailleurs on dit qu'on push sur GitHub, mais vous allez voir que c'est le moyen de collaborer et donc de vraiment améliorer ou vraiment rendre les performances de Git incroyables, et c'est pour ça qu'on l'utilise tout le temps les deux ensemble. Ok, alors ce que je vous propose maintenant, c'est que pour le reste du mini-cours, on fasse du coup la chose suivante, c'est que je vais vous montrer d'abord les commandes Git principales. Et puis après, je vais vous parler de branch et de pull request. Et une fois que vous aurez vu ça, vous verrez que vous pouvez faire déjà pas mal de choses. Ok, alors partons maintenant à l'aventure de Git. Alors je vais suivre le process suivant pour Git en local. Vous allez voir que j'ai fait un graphe un peu grand, donc il ne rentre pas exactement, mais vous en faites pas, on vous enverra les slides de toute façon, vous pourrez zoomer dessus, vous en faites pas, c'est juste que je voulais que vous ayez un diagramme de quelque chose d'à peu près intelligible pour que vous ayez en tête tous les trucs qu'il faut retenir et que vous sachiez quand est-ce qu'il faut les utiliser justement. Donc nous en fait on va suivre exactement le même process, vous allez voir que tous les trucs en orange c'est les trucs où justement on a du code. Et donc du coup c'est ça qu'on va utiliser et je vais vous expliquer pas à pas comment on fait. Donc ça c'est juste le process Git, comment justement créer des versions dans votre code. Alors allons-y du coup, je vais aller sur mon terminal et sur mon terminal du coup juste avant ça en fait je vais plutôt vous montrer d'ailleurs que j'ai créé un dossier ici Git 101 dans lequel il y a un fichier helloworld.py dans lequel j'ai mis des choses, vous allez voir c'est juste un print statement, pas grand chose de bien méchant.
Mais justement, ça va nous servir de point d'attache, puisqu'il faut qu'on ait déjà du code quand même à pusher, et sur lequel créer des versions. Donc ce code-là, il vit dans mon dossier desktop, donc on va pouvoir maintenant aller sur mon terminal, et je vais aller directement dans mon dossier ici, desktop git 101. Et voilà, et si je fais ls, vous voyez que j'ai bien helloworld.py, donc qui est le fichier que je vais utiliser pour la suite. Si vous voulez regarder ce qu'il y a dedans, du coup, vous pouvez ouvrir un éditeur de texte. Moi, j'ai Microsoft Visual Studio Code, et donc qui est là. Et donc, voici mon fichier helloworld.py que vous voyez ici avec le contenu print hello from Jeddah. Donc, on est tout bon. On a un fichier avec plein de code dedans. Et donc, je vais vous montrer le premier processus pour créer une première version de ce code où le code est stable. On est content. On peut créer une première version. Alors, du coup, je vais aller sur mon terminal ici. Et la première chose que vous devez faire quand vous initialisez du coup Git, et ben justement c'est de l'initialiser, ou en tout cas quand c'est la première fois que vous utilisez Git dans votre dossier, il faut que vous initialisez Git dans le dossier, et donc du coup vous fassiez un git init. Et si vous voyez initialize empty git repository in un chemin, c'est que si vous êtes tout bon, vous avez Git initialisé, vous devriez pouvoir faire git status, et dans lequel vous voyez du coup en rouge hello world.py, et qui est un fichier que vous voyez qui est marqué untracked. Alors le concept du coup dans GitHub, c'est que pour créer une première version, il faut d'abord que vous mettiez les fichiers, que vous prépariez les fichiers à être créés ou à créer une photo de votre version. Donc c'est ce qu'on appelle mettre on stage des fichiers. Donc là, il va falloir qu'on mette on stage, et une fois qu'on a tous les fichiers on stage prêts et traqués pour le versionning, du coup on va pouvoir créer notre version. Donc on le fait en 2 étapes. Donc pour le moment, du coup notre première étape, ça va être de faire un git add helloworld.py. Et donc du coup, si je refais git status ici, vous voyez que j'ai bien en vert new file helloworld.py qui est tracked. Donc on est tout bon. On peut le mettre directement en commit. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer notre première version ensemble. Donc je vais faire git commit ici, et je vais faire -m, et je vais mettre du coup my first commit, comme ça. Et vous voyez qu'il y a marqué one file changed, one insertion created mode 10.06.44 helloworld.py. Et donc du coup, on a bien créé notre première version. Et d'ailleurs, si je fais git log ici comme ça, vous voyez que j'ai du coup notre premier commit qui s'appelle my first commit avec l'id du commit. Et vous allez voir que l'id, ça va être assez utile pour la suite. Mais je vais vous en parler juste après. Donc voici le processus un peu classique. Donc vous allez souvent faire git add, git commit, git add, git commit, etc., etc., etc. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, ok, très bien, à quoi ça sert de faire ces versions, ou en tout cas, c'est quoi le pouvoir de ces trucs-là? Alors je vais vous montrer justement le pouvoir. Imaginez maintenant que nous sommes un codeur assez peu attentionné, et donc que du coup, on va aller faire du code avec des fautes dedans. Donc je vais aller directement dans Microsoft Visual Studio Code, et ici, je vais mettre un truc, print this is a mistake, comme ça, voilà. Donc j'ai fait ma mistake, mon erreur, et donc je vais vouloir du coup maintenant imaginez que j'ai fait ça, je vais vouloir du coup en tant que codeur peu attentionné, je vais vouloir committer mon code parce que je me dis en fait tout est bon, donc je vais vouloir créer mon premier commit. Donc je vais faire clear ici, et du coup je vais faire git status, et vous voyez que là j'ai mon fichier modifié helloworld.py que Git a bien capté comme modifié, et donc du coup je me dis en tant que codeur, là je vais faire mon git add. Vous pouvez faire d'ailleurs git add point plutôt que git helloworld.py. La différence avec point, c'est que si vous avez plusieurs fichiers d'un coup à mettre on stage, ils vont tous être mis d'un coup, alors que si vous faites git le nom du fichier, ça vous met bien évidemment que le nom du fichier. Donc moi je peux faire git add point comme ça, et là je peux faire git status, et vous verrez qu'il va être en vert, voilà. Et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, soit vous êtes un codeur un tout petit peu attentionné quand même, et là vous pouvez vous dire, bon, ok, je vais quand même, avant de créer ma version de code stable, je vais peut-être me dire, bon, je vais regarder une dernière fois pour être sûr que tout se passe bien. Donc là, vous regardez, vous dites, ah mince, il y a une erreur. Donc là, il y a une erreur, donc ce que vous voudriez, c'est justement unstage ça, c'est que ça redevienne en rouge, pour pas que vous mettiez ça justement dans votre nouvelle version de code qui est censée être stable. Et donc dans ces moments-là, ce que vous allez faire, c'est vous pouvez faire git reset, comme ça, 2 underscore et le nom de votre fichier. Hop. Et là, si je refais git status, comme ça, vous voyez que tout est bon. Là, il n'y a pas de problème. On est revenu sur le truc en rouge. Et donc cette fois, du coup, on va pouvoir remodifier notre fichier, et il n'y a plus de problème. Ok. Alors ça, très bien. Imaginez qu'on a été le codeur un tout petit peu attentionné, mais maintenant, imaginez qu'on n'est vraiment pas attentionné. Donc on va garder cette erreur. Là, je vais sauvegarder. On a une mistake. Et donc je vais faire git status. Ok, c'est en rouge. Je vais faire git add, git commit,
M et je vais mettre this is a mistake. Comme ça. Paf. Et donc si je fais git log, là j'ai bien mon truc qui est commité. Là c'est censé être du code propre, alors qu'en fait ça n'en est pas, puisque vous avez vu qu'on a appelé ça this is a mistake. Donc et bien là il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et bien en fait on peut utiliser tout à fait la méthode git reset de la même manière. Donc je vais vous le montrer comme ça, je vais faire clear pour revenir en haut de l'écran. Si on fait git reset, 2 dash comme ça, et d'ailleurs j'ai fait une bêtise puisque le mieux c'est que j'ai besoin justement de l'id, donc je vais faire git log et je vais refaire git reset 2 dash hard, et là j'aurais besoin du coup de l'id justement du commit sur lequel je veux revenir. Donc si je veux revenir à my first commit par exemple, et je vais pouvoir faire git reset dash dash hash et l'id de mon commit, et vous avez vu maintenant il y a marqué head is now at ce commit là. Et donc, si je reviens sur mon code, regardez, tac, et vous voyez que print this is a mistake est revenu, enfin en tout cas a disparu, parce qu'on est revenu en fait à la version qu'on avait d'avant. Donc voilà, c'est assez pratique d'utiliser ça. Alors juste une petite précision quand même, la raison pour laquelle tout le code ici a été effacé, c'est parce que j'ai utilisé justement ce double dash hash. Ça veut dire git reset hard, et en fait ça veut dire que du coup votre code va être effacé, tout ce qui était avant le commit sur lequel vous voulez revenir va être effacé, et vous revenez un peu sur justement le code qui est complètement stable. Moi j'aime bien personnellement ce petit drapeau là, enfin ce qu'on appelle drapeau ou des flags. J'aime bien ça parce qu'en fait ça nous permet d'avoir notre code complètement propre et de repartir un peu sur un truc complètement propre. Mais il est possible que vous ne vouliez pas forcément ça, que vous vouliez simplement enlever un commit, ou que vous voulez revenir à un commit d'avant sans pour autant perdre le code que vous aviez déjà écrit. Et à ce moment-là, il vous suffira simplement de faire git reset et l'id de votre commit. Et à ce moment-là, vous êtes bon. Okay, vous ne mettez juste pas le dash dash hard comme ça, et après vous êtes tout bon. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça n'enlèvera pas du coup le code que vous avez écrit. Ok, et du coup, une fois que vous avez ça, vous avez tout. Vous êtes tout bon. Vous avez déjà tout le processus lié à Git, et donc vous allez pouvoir maintenant partir, faire des versions, revenir, etc. etc. Alors une fois que vous avez ça, maintenant on va décupler le pouvoir de Git en le couplant avec GitHub. Alors je vais vous revenir un peu sur les slides que j'avais faites. Tac. Puisque maintenant qu'on a fait en fait tout ce processus là, on vient de le voir ensemble, ce qui nous reste à faire du coup c'est de faire un push sur GitHub. C'est ce qu'on appelle un push, c'est-à-dire que notre code en local on va le mettre sur un dépôt sur internet, et du coup utiliser le pouvoir de GitHub. Alors voici le processus qu'on a à faire ensemble. Vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de commandes en plus. Il y a simplement git remote add et git push, et après on verra le git pull ensemble à la fin. Alors le truc qu'on a à faire avant par contre, c'est de créer un dépôt sur GitHub. Du coup, vu qu'on va devoir pusher notre code quelque part, il faut bien que ce quelque part existe, et donc du coup on va aller sur notre compte GitHub à nous. En l'occurrence je vais aller sur le mien en fait. Tac, voici mon profil GitHub, que vous pouvez suivre si vous voulez d'ailleurs. Et je vais créer un nouveau dépôt ici, tac, et je vais faire new, et ici je vais mettre hello world, comme ça, un dépôt relativement simple avec un nom relativement explicite. Vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez, et vous pouvez définir public ou privé, c'est-à-dire que public, vous allez pouvoir, votre repo en fait va être vu par tout le monde dans GitHub, qui veut va bien pouvoir le voir, on va pouvoir avoir accès au dépôt. Privé, c'est vous qui décidez qui a accès au dépôt. Donc c'est une feature assez intéressante, surtout si vous développez des trucs commerciaux, des brevets, etc. Moi je vais le laisser en public, il n'y a pas de problème. Et je ne vais pas initialiser de readme, donc c'est le fichier readme, c'est un fichier qu'on utilise pour décrire un peu ce qu'il y a dans le dossier. Mais en l'occurrence on n'en a pas besoin, et ça nous évitera ce qu'on appelle des merge conflicts, qu'on expliquera à la fin du cours. Donc je vais créer ce dépôt là, tac. Et ce qui est super bien avec GitHub, c'est qu'il vous explique ce qu'il faut faire quand votre dépôt est vide. Donc typiquement, nous, on est dans le cas ici, là, on a besoin de push un existing repository, c'est-à-dire un dossier qu'on a en local. On a besoin de le pusher directement sur GitHub. Et donc en fait, il nous dit, bon, t'en fais pas, il n'y a que 2 commandes à faire. Eh ben, qu'à cela ne tienne, faisons-les. Donc je vais déjà copier cette commande ici, et je vais la coller là, et je vais exécuter. Et voilà, on est bon. On a fait déjà la première commande sur les 2. Alors juste, je vais quand même vous expliquer ce que c'est et ce que ça fait. Donc ici, on a
en fait, créer ce qu'on appelle une remote. Alors une remote c'est quoi? Et bien simplement, il faut bien que en fait, votre code, vous l'envoyez quelque part. Et ce quelque part, il faut bien qu'il y ait un chemin ou qu'on sache où c'est l'arrivée. Et donc vous avez vu qu'il y a un URL là. Ben, l'URL en fait c'est l'URL de notre repo qu'il y a ici. Et donc sur lequel on va pusher notre code. Et en fait, du coup, on a la façon de faire, c'est-à-dire qu'on appelle ce processus-là, c'est en fait d'ajouter une remote, c'est de créer une remote, qui veut dire télécommande en anglais, qui nous dit en fait l'endroit où doit aller notre code. Donc c'est ça, ce git remote add, c'est ajoute une télécommande. Et en fait, origine, c'est le nom de la télécommande. Et le nom de la télécommande, en général, il s'appelle toujours origine. On peut avoir plusieurs télécommandes sur un même dépôt en local, mais c'est très rare, honnêtement. En général, vous avez une télécommande, c'est-à-dire un dossier en local pour un dossier sur GitHub. Donc vous avez toujours la remote qui s'appelle origine. Et voilà. Donc du coup, ça sert à ça. Cette remote, elle sert à pusher votre code et à savoir où est-ce qu'il faut le pusher. Ok, et après on peut utiliser git push origin master. Donc ça, on peut d'ailleurs ne pas mettre le U, et donc je vais vous le faire ici en live. Git push origin master. Tac. Et voilà, on a notre code qui devrait être pushé. Donc si je rafraîchis la page ici, magnifique, notre Hello World vient d'apparaître. Et si vous regardez à l'intérieur, du coup, eh bien, on a bien ce print Hello from Jeddah. Donc super, vous avez réussi à pusher sur GitHub. Et ça, c'est déjà pas mal. Parce que du coup, on a fait tout ce processus-là ensemble. Tac, qui est là, ici. Donc on a fait tout ça ensemble. Et là, ça, c'est déjà pas mal. Et ben voilà, donc du coup on a déjà passé un peu de temps ensemble avec tous les processus. Il nous reste en fait à voir une dernière chose ensemble, qui est le concept ici, hop, de branche et de pull request. Alors, je vais profiter du quart d'heure qui me reste pour vous expliquer ce concept-là, qui n'est pas forcément facile à comprendre au départ. Donc écoutez bien ce qu'on va faire. Souvent en fait, vous avez vu que quand on a fait notre git push ici, on a utilisé un truc qui s'appelle master ici. Et ben master en fait c'est la branche que vous utilisez par défaut quand vous êtes sur votre code. Autrement dit, par défaut, vous êtes tout le temps sur master. Et ça, votre branche master, en général, c'est là où votre code stable vit. Et c'est là où la branche que vous ne voulez pas toucher, ou en tout cas que vous ne voulez pas perturber par votre code qui n'est pas certain d'être stable, ou en tout cas robuste. Et donc, de ce fait, il peut arriver pourtant que quand vous êtes sur des projets, je ne sais pas, vous créez un site web par exemple, vous êtes sur un projet comme ça et vous voulez créer une nouvelle page, une toute nouvelle feature dans votre site web, etc., qui va nécessiter pas mal de développement. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste changer 3-4 trucs et faire un commit et puis c'est bon. De ce fait-là, eh ben, ce qu'on peut faire quand vous êtes sur des projets un peu complexes comme ça, avec des new features, des choses un peu longues dans lesquelles il va y avoir plusieurs commits d'un coup, eh ben, vous pouvais créer ce qu'on appelle une branche ou une nouvelle branche de votre arbre, que vous allez appeler souvent dev d'ailleurs, et qui est manifesté ici là. Je vais mettre un petit tac, highlight, je pense qu'on peut faire ça. Hop, via Zoom, ouais, notre branche ici là. Donc ce que je vous conseille du coup, c'est effectivement de faire votre branche dev comme ça, quand vous allez faire des nouvelles features, et puis vous allez faire des commits, et puis après vous allez remettre ça, toute votre branche dev, une fois qu'elle est prête et qu'elle est toute bien, vous allez pouvoir la remettre dans master. Et bien ce concept de branche là, en fait, il est super pratique justement, parce que dans ce cas de figure là. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le concret? C'est-à-dire que là, tous les points là, que vous voyez sur mon schéma, c'est des commits, ça, tout ça là. Tout ça, c'est des commits, ici, là, et là, et là. Et donc imaginez qu'à partir de là, hop, votre équipe de dev et je sais pas, vos data scientists et autres, ils se sont dit ok, maintenant on est en train de développer une nouvelle feature, il faut absolument qu'elle soit parfaite et ça va être un long processus, etc., etc. Donc là vous dites ok, très bien, dans votre tête ça fait ok, il faut qu'on crée une nouvelle branche. Et donc votre nouvelle branche, bah, vous l'avez appelée dev, parce qu'en général, la plupart du temps, on a une branche dev qu'on fait, et après on la remet sur master, et on l'utilise comme ça de manière itérative. Et donc cette branche dev, vous allez la créer là. Et en fait, cette branche dev, c'est une exacte copie de master à partir de ce commit-là. Donc du coup, vous vous retrouvez avec exactement le même code, mais là, vous allez pouvoir faire tout plein de commits ici. Et puis une fois que vous avez fini, là, c'est à ce moment-là, vous dites ah ouais, ça me paraît bien. Là, notre code il est stable, il fonctionne bien. Donc là, on peut faire hop notre merge, c'est-à-dire fusionner la branche dev avec la branche master. Ok, alors je vais vous montrer comment ça marche du coup dans la réalité. On va faire ça comme ça. Tac, je vais revenir sur mon terminal. Et donc, on va créer une branche ensemble.
Alors, je vais enlever juste ces highlights là, comme ça. Hop. Donc ici, on aura besoin de créer une nouvelle branche. Donc je vais faire git checkout B. Et là, je vais créer ma branche dev. Tac. Et si vous voyez, je fais git branch ici. Je suis bien sur dev ici parce que c'est marqué là. Et c'est switch to a new branch dev. Donc on est tout bon. Tout ce qu'on va développer par la suite, du coup, ça va être sur notre branche dev. Donc on va prendre un exemple ici. Si je vais sur mon Microsoft Visual Studio Code, je vais mettre This is a new feature, comme ça. Et je vais faire par exemple for i in range 10, print I, comme ça. Donc notre super nouvelle feature. Et donc là, je vais faire git add.git commit m. Et je vais dire add my super new feature. Comme ça. Et donc là, si je fais git log, regardez, eh bien ici, je me retrouve avec mon head, donc c'est-à-dire là où j'en suis en ce moment sur mon git en local. J'ai mon dev ici, donc je suis bien sur la branche dev avec ma super new feature qui est ici. Donc là, on est tout bon, et ben on a fait tout ce qu'il fallait. Donc vous pouvez par exemple faire plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez dire, ok, je vais rajouter des choses sur ma nouvelle features. Je peux dire que print I, et puis je peux dire aussi print, encore une fois, hello from Jeddah, comme ça. Et donc je peux me dire, ok, ça c'est super, je refais mon git status, git add, git commit, m, et puis je vais mettre add et super feature to my super feature. Alors vous voyez que là je mets des noms de commits un peu rigolos, mais ce que je vous conseille très fortement, c'est d'avoir des noms de commits qui soient extrêmement explicites. Là c'est vraiment plutôt pour des raisons pédagogiques que je mets des choses assez simples, mais je vous conseille d'avoir des choses extrêmement explicites justement sur votre code. Exemple, quand vous ajoutez tel type de bouton, tel type de fonction, vous l'explicitez là-dessus, ça vous permet justement de, quand vous faites vos git logs, de savoir où vous en êtes, parce que vous n'allez forcément pas avoir que 3 logs, vous allez peut-être en avoir 10, 20, 30, 40, 50, et donc du coup, il va falloir que vous puissiez revenir là où vous en étiez et savoir où vous en étiez. Ok, et bien là on est tout bon, en fait on a fait notre commit, et donc maintenant ce qui nous intéresse c'est de fusionner nos branches, c'est-à-dire de fusionner dev avec master, puisque maintenant notre add super new feature est prêt, et du coup si notre feature est prête, et ben on peut l'utiliser. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git push origin, et on va du coup pusher la branche dev, et je vais vous montrer justement comment on peut merger des branches via GitHub en premier, et après on va le faire en local. Donc je vais retourner sur GitHub là, tac. Ici, me revoilà sur mon GitHub. Et si je reviens sur mon dépôt, eh bien, vous voyez que là, il y a dev qui vient d'apparaître ici. Et donc, je vais faire compare and pull request comme ça. Et donc, je vais faire add a super feature. Ça va être le titre de ma pull request. Ici, vous pouvez mettre des commentaires autant que vous voulez. Hein. Ici, il n'y a pas de problème. On peut faire this is a comment. Et donc, on create la pull request. Alors pourquoi je vous montre pull request en local, parce qu'en soi vous pouvez le faire si vous développez tout seul, autant faire des branches et puis faire en local le merge. Mais souvent en fait quand on va faire des branches etc, c'est qu'on collabore sur des projets. Et donc autant faire des pull requests directement sur GitHub, parce que là en fait ça va permettre à un reviewer de regarder votre code et de dire ok c'est bon, on peut merger ou pas. Et donc du coup en général c'est très souvent ce qui arrive, vous allez pusher votre code et puis il y a quelqu'un là qui va aller ici, qui va faire ah ouais d'accord, il y a moi-même là du coup qui a ajouté une super new feature, donc je vais regarder ce qu'il a fait. Et par exemple il va aller dans file change d'ici, il va voir ah ouais il a ajouté for i in range print I machin super. Ok ça a l'air bien, donc à ce moment là on va pouvoir retourner ici et dire ok ce code il me paraît cool, donc je vais faire merge pull request, je confirme et voici tout qui est bon. Et donc là, je pourrais delete la branch ici, donc delete la branche, pardon. Excusez-moi pour mon franglais. Mais du coup, je vais pouvoir revenir sur mon code ici. Et vous voyez que, tac, si je reviens sur master, je vais aller sur mon fichier PY. Et là, vous voyez que j'ai bien for i in range 10, etc. etc. Donc j'ai tout bien mergé, donc tout est bon. Et mon repo GitHub est OK. Alors, vous pouvez faire du coup la même chose en local, et je vous conseille de le faire en local, comme ça vous fait exactement les mêmes choses. Donc si je viens ici, je vais faire clear, comme ça on revient tout en haut. Si je fais
ici Git branch, juste pour revoir les branches dans lesquelles on était, il va falloir que vous reveniez d'abord sur master et ensuite que vous alliez que vous fassiez un merge. Donc à ce moment-là, on va faire git checkout master, comme ça. Donc vous avez vu qu'on a fait switch to master. Et là, on peut faire git merge dev. Et donc vous avez vu que là, il y a marqué one file change, 7 insertions and 1 deletion. Donc du coup, on a bien notre fichier helloworld.py qui est tout bon. Et d'ailleurs, vous avez vu que là, on n'a plus rien en vert. D'ailleurs, ça veut dire que tout a été commit. On est bien mergé tout et on est sur notre branche master. Et d'ailleurs, si je fais git log comme ça, vous voyez que en fait, là, il nous dit qu'on est sur notre origin master et vous avez vu que head est bien sur master. Donc là, on est tout bon. On a fait tout ce qu'il fallait. Et bien voilà, donc du coup ça conclut un peu tout ce qu'on avait vu sur Git et GitHub. J'espère que ça a pu vous aider. Alors je voulais vous laisser avec une chose en particulier. Et cette chose, c'est sur le merge conflict. Alors justement, je vais revenir sur mes slides ici, là. Tac, et je vais les reprendre en grand. Il peut arriver quand vous faites des branches, que vous fassiez ou que vous entraîniez ce qu'on appelle des merge conflicts. Alors les merge conflicts, imaginez la chose suivante. Et ben en fait là, vous voyez que ce que j'ai mis en point ici, là, c'est des commits qui ont été faits sur master mais qui ne sont pas sur la branche dev. Et donc là, si vous voulez par exemple techniquement faire votre merge ici, et ben vous allez sûrement avoir un problème parce que qu'est-ce qu'on fait justement, Git il va vous se demander qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là, de ces commits-là qui sont sur master mais qui n'ont pas été sur dev. Eh bien, ça, c'est une très bonne question. Et pour répondre à cette question, eh ben, justement, il va falloir faire la dernière commande que je voulais vous apprendre aujourd'hui, qui est justement les pulls, les git pulls. Donc, souvenez-vous toujours, moi, on m'avait appris ça à San Francisco, c'est pull before push. Eh bien, ça va vous être très utile parce que ça va vous éviter des merge conflicts plein de fois. 9 fois sur 10, il suffit de faire un pull avant de faire un push. Et à ce moment-là, vous êtes tout bon. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois que vous allez du coup faire un nouveau commit, quel qu'il soit, même si c'est sur votre branche dev, vous pouvez faire git pull origin. Et là, vous mettez le nom de votre branche. Et donc, si vous faites git pull origin master, vous voyez que là, il allait chercher le head qui est du coup sur le dépôt GitHub. Et donc, si je fais git log ici, ça nous a ajouté en fait le merge pull request ici, blablabla. Donc, le pull request qu'on avait fait justement sur le dépôt juste avant. Donc ça, c'est assez pratique parce que du coup, on est bien synchronisé avec notre dépôt GitHub et notre dossier en local. Et donc à ce moment-là, on n'aura pas de merge conflict. Donc souvenez-vous justement, pull before push, ça va vous sauver la vie plein de fois. Eh bien, écoutez, ça conclut justement notre tutoriel et notre mini-cours sur Git et GitHub. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas justement à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça a pu vous être utile. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, je serai très content d'y répondre. Et puis, je vous souhaite un très bon apprentissage et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà que s'achève ce premier cours de crack de data. Comme l'a dit Antoine, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve jeudi avec Clément qui lui va nous parler de l'analyse de séries temporelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner en attendant et on se dit à jeudi.